Bonjour, chers étudiants. Dans cette vidéo, nous allons traiter un programme particulier de résolution des différents problèmes linéaires dits duals. Mais on va voir surtout comment on va obtenir ce programme à partir d'un autre programme dit primal. Parce que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, ce sont des programmes dits primals. Donc, on va voir surtout l'intérêt particulier de passer d'un programme primal à un programme dual. Mais pour cela, on va tout d'abord traiter ou voir certaines propriétés très importantes, notamment les différentes interprétations économiques. Alors, je vais tout d'abord commencer ce chapitre par donner quelques termes clés du jargon qu'on utilise pour interpréter économiquement les différents résultats, c'est-à-dire à l'optimum, du programme linéaire. Ceci va énormément nous servir par la suite au niveau de l'interprétation d'un programme dit dual. Pour cela, je vais reprendre notre exemple introductif, celui d'un consommateur désirant de maximiser son utilité suite à l'achat de deux biens. Nous avons le café et le sucre. Pour cela, on a une fonction qui consiste à maximiser l'utilité de notre consommateur qui est égale à 6x1 plus 2x2. Et nous avons deux contraintes. Une première que j'ai appelée contrainte liée au budget, contrainte budgétaire, qui n'est autre que 6x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 36. Une autre contrainte que j'ai appelée contrainte de santé, puisque notre consommateur malheureusement est diabétique, il est contraint de ne pas acheter une quantité de sucre plus que 3 kg pour pouvoir la consommer, on va dire. D'accord? C'est juste un exemple fictif, où on a x2 inférieur ou égal à 3. À l'optimum, nous avons trouvé cette solution, ou ce tableau optimal, où x1 est égal à 4,5, x2 égale à 3, et bien sûr z, à la suite bien sûr de l'achat de ces deux quantités de biens, égale à 63. Nous avons également trouvé que les deux variables d'écart ne figurent pas au niveau de la base, ce qui veut dire que ces deux variables d'écart sont nulles. Les effets nets, ici au niveau de la dernière ligne du tableau, pour la première variable d'écart est égale à moins 1, et pour la deuxième variable d'écart égale à moins 9. Donc, on va voir comment interpréter ces différents résultats. Je repris au niveau donc, de ce chapitre les éléments clés d'un programme linéaire qui sont la fonction objectif ou la fonction économique qui consiste soit à maximiser un profit, soit à minimiser un coût. Les contraintes, d'accord, qui correspondent donc mathématiquement parlant à une matrice technologique, ainsi que le second membre qu'on a appelé vecteur du second membre, qui représente notamment la disponibilité des ressources, les niveaux de demande, ainsi de suite. Les variables de décision, qui sont les inconnus du programme linéaire, dont on cherche en fait à déterminer la valeur. Et enfin, les variables d'écart. Et maintenant, tout se joue, et on va voir que l'interprétation économique, elle se base énormément sur ces variables dites d'écart. Alors, que représentent ces variables d'écart, économiquement parlant? Dans notre exemple du problème de l'équilibre du consommateur, il s'agit des excédents de ressources. Par exemple, pour la première contrainte budgétaire, il s'agit de l'excédent d'argent non investi dans l'achat des biens, alors que dans la contrainte 2, il s'agit plutôt de l'excédent de la quantité de biens 2 que le consommateur pourra acheter sans violer la contrainte de santé. L'interprétation de ces variables d'écart nous ramène en fait à bien se poser la question suivante. Quel rôle vont jouer ces variables dans l'interprétation économique du tableau final, du tableau optimal? Nous allons pour cela voir en fait et mettre l'accent surtout sur deux notions. La première, c'est la notion de saturation, de contrainte, et la deuxième, c'est la notion de coût ou valeur marginale. Alors,
Pour la première notion, on a en fait deux situations possibles. Lorsque la variable d'écart est nulle, ça veut dire quoi une variable d'écart est nulle? Ça veut dire que la variable d'écart n'est pas une variable de base à l'optimum, comme c'est notre cas ici au niveau de notre programme problème du consommateur. Cette variable d'écart qui est nulle, elle correspond à une contrainte qui est dite saturée. Alors, ça veut dire quoi saturée? Ça veut dire que ces deux contraintes, elles sont dites restrictives. Pourquoi restrictives? Parce qu'une variation de second membre, par exemple, ici, la contrainte budgétaire, engendre un changement dans la valeur de la solution optimale. Le fait de faire entrer cette variable d'écart dans la base, ceci va entraîner un changement de la solution optimale. Alors que dans le deuxième cas, lorsque la contrainte elle n'est pas saturée, c'est-à-dire la variable d'écart n'est pas nulle, elle se trouve au niveau de la base, on dit qu'elle n'est pas restrictive, puisque un changement, ou plutôt une augmentation de cette variable, ne va pas changer, d'accord, la solution optimale. On va le voir avec, bien sûr, des exemples concrets. On va voir comment, en fait, une variable d'écart, elle va changer ou non la solution optimale. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout cette notion de coût marginal, de valeur marginale. Alors, économiquement parlant, on appelle coût marginal d'un bien l'augmentation minimale de dépenses par rapport à la solution optimale, qui résulterait de l'utilisation d'une unité supplémentaire de ce bien. Mais dans le cadre, en fait, d'un programme linéaire, les coûts marginaux représentent les effets nets associés aux variables d'écart, puisque ce sont ces variables qui déterminent les excédents ou les insuffisances des ressources. Et c'est là où réside l'intérêt d'interpréter ces variables d'écart, bien sûr, d'un point de vue économique. Si je reprends notre exemple, regardez bien ici avec moi, E1 et E2, ce sont bien les deux variables d'écart de notre programme linéaire. D'accord? Bien. Ces variables d'écart, elles ne figurent pas dans la base. Donc, automatiquement, ces variables d'écart sont nulles. Leurs effets nets ici, au niveau de la dernière ligne, regardez avec moi, la dernière ligne du tableau. D'accord? Leurs effets nets, elle est bien, donc ce sont des effets nets négatifs. Bien. Qu'est-ce que cela veut dire? D'un point de vue économique, on dit que la variable E1, elle a en fait une valeur marginale est égale à 1. La variable E2, elle a une valeur marginale, un coût marginal, qui est égal à 9. Ceci va nous ramener à cette notion de variable d'écart qui n'est pas nulle dans la solution optimale. C'est ce que nous n'avons pas trouvé ici. Hein. Notre cas, c'est plutôt celui-là, celui de la variable d'écart nulle. Bon, peut-être je vais commencer par ce cas, c'est mieux. Lorsque la variable d'écart elle est nulle dans la solution optimale, c'est-à-dire elle n'est pas une variable de base, c'est que la ressource correspondante est totalement utilisée. Par la suite, une variation de la disponibilité aura généralement une influence sur la valeur de la fonction objectif. On dit que la valeur marginale n'est pas nulle. C'est-à-dire que cette valeur marginale, elle précise la variation de la fonction économique résultant de quoi? De l'utilisation d'une unité supplémentaire de la ressource associée. C'est-à-dire, plus donc on augmente, regardez bien dans notre problème de l'équilibre de consommateur, plus on augmente E1 d'une unité, ceci va entraîner automatiquement une diminution donc d'une unité, on va dire, de la valeur de la fonction, d'accord, économique. Le coût marginal, par exemple, lié à E2 est égal à 9. Ceci dit, une augmentation de E2 d'une unité entraîne une diminution de 9 unités de la valeur de la fonction
économique. Ceci est bien entendu évident. Nous avons trouvé que l'effet net de ces deux variables, à l'optimum, regardez bien, sont négatifs. Ce que veut dire qu'on a bien un effet net qui va avoir une répercussion sur la fonction objectif, qui est une fonction à maximiser, bien sûr, dans le sens d'une diminution. D'accord? Alors que lorsque les variables, maintenant, d'écart ne sont pas nulles, c'est-à-dire qu'elles figurent bien dans la solution optimale, on dit que la ressource correspondante est excédentaire. Par conséquent, le fait de disposer d'une unité supplémentaire de cette ressource n'aura aucune influence, voilà, sur la valeur de la fonction objectif. On dit que la valeur marginale de cette variable associée est nulle. Donc, il ne faut pas confondre le fait que la variable d'écart est nulle, sa valeur marginale, elle n'est pas nulle. Le contraire, lorsque la variable d'écart n'est pas nulle, la valeur marginale, elle est nulle. D'accord? Maintenant, à partir de la solution optimale, on peut déterminer la forme, d'accord, de x1 et de x2 à l'optimum. C'est-à-dire on peut déterminer deux équations à partir de ces deux, en fait, contraintes pour E1 et pour E2. Regardez avec moi. Pour x1, donc je vais commencer par x1. Alors, à l'optimum, voilà, nous avons x1 plus 0x2 plus 0,167 E1 moins 0,5 E2 égale à 4,5. Donc regardez, x1 plus 0x2 plus 0,167 ou 1 sixième E1 moins 0,5, bon, puisque j'ai écrit donc 1 sixième, donc je vais noter plutôt 1 demi E2 égale 4,5. Même chose pour la deuxième équation qui correspond en fait à x2. Donc x2, d'accord, puisqu'on a 0x1, plus 0e1 plus e2 égale à 3. Tout calcul fait, on obtient x1 égale 4,5 moins 1 sixième E1 plus 1 demi E2 et x2 égale 3 moins E2. On va voir à quoi ça va nous servir en fait ces deux équations. Et toute l'interprétation économique, elle va se baser sur ces deux équations en effet. Si je reprends l'interprétation au niveau du cours, alors regardez avec moi, la fonction objectif qui est égale à 6x1 plus 12x2, je vais essayer maintenant de remplacer les différentes expressions de x1 et x2 dans la fonction objectif. Ça, c'est pour x1, je la retrouve ici, et celle-là, c'est pour x2, que je la retrouve ici. Parce qu'on avait dit que x1, c'est égal à 4,5 moins 1 sixième E1 plus 1 demi E2. Et x2 égale à 3 moins E2. Après tout calcul fait, une simplification, bien sûr, on trouve que Z égale à 63 à l'optimum. Pourquoi? Lorsque E1 égale à 0, E2 égale à 0 à l'optimum, ce qu'on avait trouvé, Z égale à 63. Même chose ici. Lorsque E1 égale à 0, E2 égale à 0, on va trouver que x1 égale à 4,5 et x2 égale à 3. Bien. Si maintenant, regardez au niveau de l'interprétation, si E1 égale à 6, d'accord? Cela veut dire que 1 dinar de moins à dépenser donne une réduction de 1 de la valeur de l'utilité du consommateur. Même chose. Lorsqu'on ajoute 3 dinars, par exemple, au niveau du budget, alors si j'ajoute 3 dinars, cela veut dire que E1 égale à moins 3. Pourquoi c'est moins 3? Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la contrainte, on a donc la contrainte, bien sûr, budgétaire. C'est ça?
Donc, qu'est-ce que nous avons au niveau de la contrainte budgétaire? 6x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 36. Donc, notre équation standard, c'est 6x1 plus 3x2 plus E1 égale à 36. Lorsque je vais ajouter 3 dinars ici, c'est-à-dire 39, cela veut dire que je vais retrancher ici, donc moins 3. Parce que moins 3 dans le second membre, ça devient plus 3. C'est pour cette raison qu'on écrit donc moins 3. D'accord? Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire, et avec moi, que la solution à l'optimum va engendrer une utilité supérieure, donc une utilité plutôt supplémentaire, pardon, de 1 fois 3 qui égale à 3. Cela veut dire qu'on aura en fait une fonction d'utilité qui est égale à 63 plus 3 égale à 66. En fait, ces valeurs marginales apportent des renseignements économiques particulièrement intéressants. Mais il faut les traiter avec une certaine prudence, puisqu'on ne peut pas faire cette variation à l'infini. Il y a bien un domaine de validité. Si je prends l'exemple suivant, je retranche 32 dinars ou 36 déjà disponibles dans le problème de consommateur, on va trouver que l'utilité, elle va diminuer de 32, c'est-à-dire 63 moins 32, ça nous donne 31. Or, lorsque je vais résoudre le programme linéaire suivant, où on passe de 36 comme budget à 4, on va trouver que plutôt, à l'optimum, z égale à 16 et non pas 32. Ceci nous ramène donc à déterminer ce qu'on appelle un domaine de validité de la valeur marginale associée aux variables d'écart. Donc, je m'explique ici. Comment on va déterminer, d'accord, les différents domaines de validité de la valeur marginale associée aux différentes variables d'écart. Je vais commencer par la première variable d'écart, E1. D'accord? Donc, pour E1. Alors, pour E1, on va totalement oublier E2, c'est-à-dire on va éliminer E2, la considérer égale à 0. On aura en fait x1 plus 1 sixième E1 égale à 4,5. Ce que veut dire que x1 égale à 4,5 moins 1 sixième E1. Or, on sait que x1 est une variable toujours positive. Cela nous donne le domaine de validité suivant, E1 est inférieur ou égal. Donc 4,5 fois 6, ça nous donne 27. Donc le domaine de validité de E1, ce n'est autre que moins l'infini, 27. Pour retrouver maintenant le domaine de validité de B1, on a la première contrainte qui nous dit en fait x1 ou 3x1 plus 6x2 plus E1 égale à 36. Donc, puisque E1 doit être inférieur ou égal à 27, donc E1, si je le ramène de l'autre côté, ça devient 36 moins E1. 36 moins 27, ça nous donne en fait 9. Voilà. Donc, le domaine de validité de B1, c'est 9 plus l'infini. Je vais faire la même chose pour donc E2. D'accord? Je vais effacer toute cette partie qui correspond en fait à un 1. Donc pour E2, on va faire la même chose, sauf que E2, elle se trouve en fait au niveau donc des deux équations. Elle se trouve ici et elle se trouve là. Donc on aura en fait deux domaines de définition pour E2. Pour la première, on va, comme on l'a fait pour tout à l'heure pour la première équation, pour E1, on va éliminer donc E1. On aura quoi? On aura x1 moins 1 demi E2 égale à 4,5. Ce qui nous ramène à dire que, en fait, 4,5 plus 1 demi E2 doit être positif. Donc, à partir de là, je peux déterminer le domaine de définition, le domaine de validité de E2,
qui n'est autre que E2 est supérieur ou égal à moins 9. Donc, c'est le premier domaine de validité. Pour la seconde contrainte, ici, donc on aura quoi? E2, tout simplement, inférieur ou égal à 3. Donc, ce que nos domaines nous donnent le domaine de validité de E2 de moins l'infini 3. En fin de compte, pour B2 maintenant, par conséquent, comment on va l'obtenir? Puisque à partir donc, de ces deux domaines de définition, nous avons quoi? Nous avons que x2 plus E2 égale à 3. Donc, pour le premier domaine, on aura de quoi? On aura 3 moins E2, c'est-à-dire 3 moins 3, ça nous donne 0. Pour le deuxième, donc domaine, on aura 3 moins 9, donc ce qui nous donne 12. Donc, étant donné que B2 ne peut pas être négatif, le domaine de validité de B2 n'est autre que 0 et 12. Nous remarquons donc que tant la valeur du second membre est supérieure à 9, une variation de la valeur marginale de la première contrainte entraîne une même variation de la valeur de la fonction objective. Voilà, mes chers étudiants, pour cette première section de notre chapitre 4, qui en fait a été consacrée à l'interprétation économique des différentes, voilà, ou de la solution optimale obtenue. Maintenant, il nous reste à voir pour la prochaine fois donc la partie correspondant à la notion de dualité. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.